Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois dans cet autre numéro de WAB Info TV. Pendant cette émission, nous parlerons de deux sujets qui frappent vraiment l'actuel en ce moment. Nous parlerons du fameux discours du président de la République à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est déroulée à New York, où le président a essayé un peu de résumer ce qui s'est passé en RDC, beaucoup plus à l'est de la République. Mais nous n'allons pas nous arrêter par là. Nous parlerons également de la condamnation de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, qui a été condamné mardi dernier par la haute cour militaire par accoutumance. Alors, et pour en discuter et pouvoir analyser politiquement et juridiquement ces deux sujets-là très touchants, je ne suis pas seule sur ce beau plateau, je suis avec quelqu'un et que vous allez connaître tout juste après. Et comme je le disais au début, je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux de WAB Info Télévision. Je suis avec un invité spécial avec qui nous allons discuter, analyser politiquement et juridiquement ces deux sujets-là. Alors, Maître Charles, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le discours de Félix Tshisekedi à l'ONU, où le président s'est exprimé du haut de la tribune de l'ONU. Il a essayé un peu de placer la RDC au cœur des enjeux mondiaux. Il a essayé un peu de parler de ce qui se passe en RDC, beaucoup plus à l'est de la RDC. Alors, je reviens à notre invité. Alors, Maître, quelle analyse portez-vous globalement, ou soit quelle analyse vous pouvez donner à ces discours-là? Ok, merci beaucoup. Le discours a porté essentiellement sur des questions de sécurité, mais aussi du positionnement de la RDC sur le niveau international. Il a défendu les intérêts de la RDC à sa manière, bien sûr, à sa manière. En tout cas, ce discours a vraiment touché plusieurs personnes, surtout lorsqu'il ne s'était pas juste exprimé pour la RDC. Il a également parlé de l'Afrique. Je pense qu'on va y arriver. Il a évoqué une participation constructive et holistique de la RDC au Conseil de sécurité dès janvier 2026. Alors, selon vous, que faut-il comprendre concrètement par cette approche holistique? Une approche holistique. Ah oui. C'est bon en tout cas. C'est bien beau, une approche holistique, comme quoi la RDC, comme avec les slogans RDC au cœur de l'Afrique, et maintenant ça devient RDC au cœur du monde. Exactement. Ok, RDC au cœur du monde. Oui, c'est bien de rêver, mais on estime que c'est beaucoup trop précipité, parce que ça ne peut pas être un projet aussi à faire à la légère, mais aussi de manière précipitée. C'est ce que je peux dire par rapport au fameux discours. Voilà, merci beaucoup. Parce que déjà, et quel levier juridique ou diplomatique les RDC pourrait-elle mobiliser pour incarner ces rôles-là? Comme il a dit, une approche holistique. Voilà. Bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des leviers juridiques à donner. Parce que, premièrement, la Charte des Nations Unies a déjà presque tout réglé. Outre cela, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et que je ne vois pas cette chose-là de nouveau qu'il pourrait apporter. Je ne vois pas en tout cas. Surtout que, sur l'échelle internationale, il n'y a que les intérêts des États. Rien que les intérêts. Et pour peser au niveau des Nations Unies, il faut non seulement être fort politiquement, mais aussi économiquement. Ah oui, donc vu la situation économique et politique, vous pensez que ça ne peut pas avoir de levier juridique ou politique par rapport à cela? Bon, moi je trouve, on parle toujours de la diplomatie agissante, mais laquelle? Quelle œuvre la porte? Ça reste encore à savoir. Mais aussi, économiquement, on apporte quoi au monde? Qu'est-ce qu'on a à offrir au monde? Avec l'économie du pays, nous apportons beaucoup de choses. Hein. Quelle chose? Bon, par exemple, nos minéraux, c'est... Les minéraux? Quels minéraux? Nous avons des minéraux au Congo. Ça fait partie des pays les plus riches du monde avec des minéraux. Il y a des cobaltes, il y a plusieurs choses.
Et là, économiquement, c'est déjà bon. Des minéraux, donc on n'a que des minéraux à offrir. Oui. Sans oublier que les minéraux, c'est une ressource épuisable. Pour dire qu'un jour ou l'autre, les minéraux vont s'épuiser et on n'aura plus rien à offrir. Si je comprends bien cette démarche-là, en tout cas, je ne la trouve pas convaincante. Parce que n'offrir que les minéraux, surtout que l'on n'a pas, c'est pas possible. Surtout que la RDC, il n'y a même pas une société reconnue en RDC et congolaise qui exploite du minerai. Il n'y a que des sociétés chinoises. L'autre fois, il est parti au Kazakhstan parce qu'il y a des Kazakhs qui ont des gisements en RDC. Mais quelle entreprise congolaise? Cobalt Metal, ils ont fait un partenariat avec la RDC récemment. Non, non, on vous dit que même la GECAMINE n'est pas 100% congolaise. Pour dire que la RDC n'a même pas d'entreprise pour exploiter des minéraux. En tout cas, ça reste à voir. Alors, vu la situation sécuritaire qui traverse la RDC en ce moment, beaucoup plus à l'est du pays, le président Félix, en mettant en avant les priorités de paix et de sécurité, ainsi que de prévention et résolution des conflits, le président a essayé un peu de placer la RDC dans une position proactive. Pensez-vous réellement que la situation intérieure du pays permet aujourd'hui que la RDC, ou soit permet à la RDC d'assumer pleinement cette responsabilité sur la scène internationale? Bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question en tout cas. Parce que pour agir internationalement, c'est-à-dire que tu vas gérer des questions internationales. Alors, pour répliquer, est-ce que la RDC, à elle seule, avec son gouvernement, sait se gérer pour pouvoir prétendre gérer les autres ou gérer des questions internationales alors que sa question elle-même, elle n'est pas à mesure de la gérer? En tout cas, je trouve que c'est complexe et c'est un peu faire dire une chose et son contraire, du genre, je suis capable de t'aider alors que je suis incapable de m'aider moi-même. Je trouve que c'est utopique, ces rêves-là. Alors, comme on était en train de le dire, vu la situation sécuritaire en RDC, beaucoup plus à l'est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en mettant en avant les priorités de paix et de sécurité, mais aussi ainsi que de prévention et résolution des conflits. Est-ce que vous pensez réellement qu'avec la situation intérieure de la RDC, bon, en parlant de la situation intérieure, nous voyons directement ce qui se passe à l'Est et pas forcément ça, nous parlons également de la situation politique de la RDC. Est-ce que ça peut aider à la RDC aujourd'hui d'assumer pleinement cette responsabilité-là sur la scène internationale? Ok, merci pour la question. Mais pour répondre, il faut revenir un peu sur même les piliers d'un État. Parce que un État, se doit d'abord d'être sérieux et fort politiquement. Ah oui. Alors, est-ce que nous avons une politique forte? Du genre, lorsqu'il est en train de dire non, voilà, on va être un pilier dans le monde, c'est-à-dire quoi? Nous avons un conflit entre Israël et Palestine. Pour le règlement de ces conflits, ils peuvent nous confier la médiation. Comme par exemple la Russie et l'Ukraine. Ils sont en conflit. Oui. Ils vont nous confier la médiation pour essayer de trouver la solution. Alors, est-ce que la RDC a ces hommes-là capables de pouvoir mener cette médiation entre deux pays, entre les deux pays, entre des États? Comme par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a des conflits. Est-ce que la RDC est capable de le faire? Je pense que oui, c'est bon, c'est un bon projet, mais c'est une question de travailler dessus. D'abord, redorer l'image de l'État congolais. Redorer son image. Faire de sorte que les autres États aient confiance d'abord à la médiation congolaise. Fort malheureusement, je peux vous donner des exemples. Il suffit d'arriver à l'étranger avec un document congolais, on va douter d'abord. On va douter. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un vrai? Si je peux dire notre réputation, la réputation congolaise n'est pas bonne dans d'autres. Tu as un diplôme congolais, tu veux aller étudier à l'étranger. C'est tout un problème. On va d'abord se rassurer que c'est un vrai. Tout simplement parce qu'on a des doutes. Même si la question est administrative, on a des doutes.
Alors, est-ce que la RDC saura vraiment être un État digne de ce nom pour jouer les vedettes sur l'échelle internationale? Assumer pleinement la responsabilité. Pleinement, oui. pleinement. En tout cas, je ne trouve pas. Je ne trouve pas, mais s'il faut l'expliquer, c'est-à-dire que la RDC veut assez que cela soit le cas. Mais ce que je peux demander aux autorités, c'est de travailler là-dessus. Qu'elles changent d'abord, qu'elles-mêmes d'abord commencent par changer. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est ça exactement. Ah oui, merci beaucoup. Donc, les seuls problèmes, c'est la situation intérieure de la RDC. Beaucoup Exactement. plus politique. C'est-à-dire l'homme congolais doit d'abord changer. Avant de vouloir faire les vedettes, jouer les vedettes sur l'échelle internationale, soyons d'abord sérieux entre nous. Soyons d'abord sérieux entre nous. Et certainement, on n'aura même pas à aller chercher. On sera cherché. C'est un peu ça. Donc, nous devons apprendre à être sérieux. En tout cas, d'après ce que vous venez de dire, franchement, la réputation de la RDC ou soit de la réputation des Congolais n'est pas assez bonne. Mais c'est quand même bonne parce que je suis congolaise, je dois un peu parler de mon pays. Et c'est ça. La plupart, à 99%, l'homme congolais n'est pas sérieux. Sur l'échelle de 10, vous pouvez côté la situation intérieure, c'est beaucoup plus politique que de l'RDC. Intérieurement, non, vous connaissez les problèmes. On ne va pas vous les rappeler, ne soyez pas hypocrites. Vous connaissez les problèmes. Ce qui se passe, tu vas voir un journaliste sur un plateau, en train de dire, je ne sais pas ceci, comme l'autre que je suivais le matin, il te dit, non, voilà les problèmes MV3 et RDC. On n'est pas en train de négocier avec le MV3, mais il te dit, celui-ci, il est sérieux ou comment? Vous avez signé même un accord de principe, publié sur la chaîne nationale. Mais tu dis, nous ne sommes pas en train de négocier avec eux. Mais c'est quoi ça? C'est sérieux. C'est sérieux en tout cas. En tout cas, je comprends que le seul problème, c'est la politique congolaise. Mais aussi, toujours dans les discours du président de la République, il y a une partie où le président Tshisekedi réclame pour l'Afrique 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Je vous reviens un peu. Expliquez-nous un peu le droit des veto. C'est quoi exactement? Parce que, comme moi, par exemple, je peux le savoir, mais pas beaucoup plus vous qui êtes dans les domaines. Ah, ok. Les droits des veto. Bon, avant d'y répondre, revenons un peu en arrière lorsque vous avez dit que non, la RDC plaide pour l'Afrique, en vue que nous puissions obtenir, nous, Africains, des sièges permanents avec droit de veto. Oui. Okay. C'est bon. D'abord, il faut revenir dans la Charte des Nations Unies de 1949, dans laquelle on parle d'abord des membres permanents et des membres non permanents. Et parmi les membres permanents, je pense qu'il y en a 5, avec les droits de veto. Et puis, il faut voir ces 5 pays sont lesquels. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a la Russie et consorts. Voyez-vous, ces pays, ce sont des pays d'abord qui pèsent politiquement, mais aussi économiquement. Dites-moi, un seul pays en Afrique qui peut rivaliser avec l'économie de la Chine. Un seul. Bon, en tant qu'Africaine et Congolaise, je dirais peut-être le Maroc, ou soit l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Mais aussi le Congo, même le Congo aussi, c'est possible. Non. Il faut revenir dans les statistiques. C'est aussi simple. Revenons dans les statistiques. D'abord, les taux. Les taux d'abord d'emploi, il est à combien? C'est compliqué. C'est trop bas. Les taux d'alphabétisation, c'est à combien? Même la gratuité de l'enseignement de base, on a du mal à la gérer. Cette politique-là, on a du mal à la gérer. Est-ce qu'on saura gérer une politique continentale? Alors que à l'intérieur, on a du mal à gérer même la politique de la taxe, les recettes nationales, on a du mal. Je pense que sur ces points-là, il faut faire ça comme un projet, travailler dessus. Faire de sorte que l'économie, et puis quand on parle de l'économie, ce n'est pas seulement les minéraux. Les terres sont arables. Pourquoi ne pas cultiver? Mais vous allez trouver les seuls projets qu'on avait en RDC en matière d'agriculture, c'était les projets Bukagalos. Malheureusement, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il y a eu des tournements de fonds, tout ça, voilà. Aujourd'hui, c'est mort.
Donc, on est compte que si les minéraux pour être pays fort, oh, ça ne peut pas marcher comme ça. Je pense qu'il faut un peu diversifier les secteurs pour relancer l'économie nationale. Alors, pour répondre à ta question, ce n'est pas encore le moment pour que l'Afrique ait des sièges. Surtout qu'il a plaidé par procuration. Les 2 sièges-là, ça va profiter à qui? Parce que si l'échelle internationale, ce n'est qu'une question d'intérêt. Donc, les pays ne sont pas amis. Ce sont des intérêts. On traite ensemble pour les intérêts, c'est tout. Alors, même si le siège revenait à l'Afrique du Sud, à quoi en quoi est-ce que ça va nous servir, nous? La RDC. Nous, la RDC. Bon, comme il a plaidé Ou pour carrément, l'Afrique, ça peut nous servir à quelque ou chose. carrément, si la RDC obtenait les sièges et les droits de veto, qu'est-ce qui te dit que ces droits-là vont servir les pays voisins et tous les autres? Parce que les droits de veto, s'il faut revenir dans son explication, c'est ces droits-là au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée générale, les droits que l'on a de s'opposer, soit au vote d'une résolution, ou carrément des sanctions ou des mesures à prendre. Parce que le Conseil ou l'Assemblée peut prendre des mesures. Et pour que cela soit adopté, il faut un vote. Alors, il suffit qu'un membre permanent ait ces droits-là, dise moi je m'oppose et c'est tout, ça ne passe pas. Donc, il suffit qu'un seul, soit disant par exemple la Chine, non, on veut voter pour que la guerre finisse à l'est de la RDC. Qui sont pour? Tout le monde est pour, sauf la Chine. Moi, je suis contre. Ça ne passe pas. Et c'est compliqué. Ça ne passe pas. Alors, même si la RDC aussi obtenait ces droits-là, bon, ça va servir à quoi? Et s'ils obtenaient, la RDC obtenait ces droits, la question de leur répartition, parce qu'il n'a pas parlé qu'avec la RDC. Il parlait aussi, il parlait de l'Afrique, bien que lorsqu'il était en train de parler de l'Afrique, il faisait allusion à son pays, donc la RDC. Alors, pour avoir une autre petite question, la question est de leur répartition entre les pays africains serait cruciale d'un point de vue juridique. Et si une fois l'Afrique obtenait les 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto, comment est-ce qu'il y aura... on peut donner à quel pays dans les continents? On peut donner à quel pays? C'est là où vous pensez qu'on peut attribuer ces rôles-là à quel pays? Non, non, c'est un combat. C'est pas à dire qu'on va attribuer ces rôles à quelqu'un. C'est un combat. Un combat pour obtenir un droit. Il faut les gagner. Il faut se battre pour gagner ces sièges. C'est pas à dire que nous allons nous battre pour les autres, puis leur donner les sièges alors que c'est nous qui nous sommes battus. Non, ça ne passe pas. C'est-à-dire nous nous battons pour notre droit, pas pour les droits de l'Afrique. Pour l'Afrique, il y a la charte africaine, elle est là avec sa cour. Oui. Alors, c'est pas question que non, on va se battre pour que l'Afrique gagne. Non, non, non. Nous allons nous battre pour que nous puissions gagner, pas l'Afrique. Okay. Et si une fois donné, par exemple, ces rôles-là, ou soit cette charge, cette responsabilité au Maroc, parce que ce sont des pays personnellement que je trouve que c'est quand même assez bien politiquement, au Maroc, à l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y aurait pas de tension entre les États, comme tu l'as dit au début, et si une fois la RDC avait, ou soit l'Afrique du Sud aurait avoir ces rôles, est-ce que nous, en tant que Congolais, nous allons bénéficier de cela? Mais bénéficier de quoi? D'abord, c'est une question d'intérêt, comme je le disais, et j'y reviens. C'est une question d'intérêt. L'Afrique du Sud a quel intérêt à notre égard pour nous aider? Comme ils ont envoyé de leurs militaires. Là, il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire de la RDC. Parce que même avec les conflits entre Laurent Désiré Kabila à l'époque et Mobutu, l'Afrique du Sud avait aidé. Et que donc, on a toujours entretenu de bonnes relations. Et récemment, dans le cadre de la SADC, l'Afrique du Sud avait envoyé ses hommes. Et il y en a eu même des morts. C'est-à-dire que c'est une question d'intérêt, d'abord. Mais en retour, qu'est-ce que nous on donne? En retour, on donne quoi? En tout cas, on ne sait pas, c'est un agenda caché. On ne sait pas ce qu'on donne, mais certainement on donne quelque chose. Il ne peut pas envoyer ses hommes venir mourir en RDC gratuitement. Et c'est de même pour que le Maroc parle pour nous si jamais il avait ses droits de veto. Parce que pas des intérêts. Parce que lors du discours, par exemple, lors de la 80e session, là où le président avait fait ses discours, il y avait plusieurs États qui avaient parlé pour la RDC, notamment Emmanuel Macron, il avait défendu la RDC. Oui, oui, il sait pourquoi.
Il sait pourquoi en tout cas. C'est-à-dire qu'il a un intérêt précis parce que sans intérêt, pas d'action. Pas d'action en tout cas. Parce que certainement, ce n'est pas tout le monde qui a parlé pour la RDC. Ils n'ont pas intérêt, les autres n'ont pas intérêt. Et ceux qui ont intérêt, ils savent qu'ils ont des intérêts en RDC. Peut-être il a un gisement quelque part à Walikale. Il doit parler pour la RDC en vue de continuer avec son exploitation minière, des minéraux. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'il était entre le président français, lorsqu'il était en train de parler de la RDC, il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup plus touché, mais aussi il avait dit qu'il va faire une conférence en faveur de la RDC. Vous pensez réellement que cette conférence, il y a de l'intérêt là-dedans, ou soit c'est juste pour rendre hommage aux personnes souffrantes de la RDC? C'est une conférence, concrètement. Ça est d'accord. Parce que des discours, on en a déjà vu, on en a déjà entendu. Il y en a toujours eu. Mais concrètement, depuis qu'il y en a, ça a servi à quoi? Sur le terrain, est-ce que la famine a cessé? Non. Est-ce que la guerre a cessé? Non. Au lieu de faire des grands discours, t'as mis à agir. L'acte, les gestes. On n'a pas besoin de discours. On a besoin des actes concrets sur le terrain. Donc, avec tous les discours il y a le président français qui avait parlé, notre président qui s'était exprimé, il y a des ambassadeurs qui parlent à propos de ça, mais finalement, nous attendons alors une solution concrète par rapport à cela, des solutions qui sont palpables par rapport à cela. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter par rapport au discours du président de la République. Alors, il y a une partie dans son discours, le président parlait d'un devoir moral et politique de la communauté internationale. Alors, je vous reviens, maître. Lorsque le président était en train de parler, il parlait d'un devoir moral et politique de la communauté internationale pour établir la vérité et rendre justice aux victimes, aux victimes de crimes commis en RDC. En tant que juriste, en tant que maître, en tant qu'avocat, quels mécanismes internationaux peuvent être réellement activés pour répondre à cet appel-là? Les mécanismes, il y en a déjà. Parce que, d'une part, la Charte des Nations Unies dit quoi? La Charte des Nations Unies dit que le Conseil de sécurité des Nations Unies prend des mesures d'une part qui sont préventives et d'autre part des mesures qui sont réparatrices. Alors, premièrement, il faut partir du principe d'abord de non-recours à la force. C'est-à-dire quoi? Il y a un conflit international qui naît quelque part, interne ou international. La responsabilité première appartient à l'État de résoudre les problèmes. C'est à l'État lui-même de le faire. Au cas où ça ne marchait pas et que la paix internationale est menacée, le Conseil de sécurité peut intervenir d'abord par des mesures, peut faire une résolution comme il y avait eu la résolution, c'était en février, je crois. Oui, récemment. Récemment. La résolution qui avait été donnée, mais est-ce qu'elle est d'application jusqu'à présent? La réponse c'est non. Outre cela, le Conseil de sécurité peut aussi prendre des mesures, peut même entrer sur le terrain pour se battre et imposer la paix par force. Imposer la paix de force. Mais il a été dit aussi que non, voilà, les problèmes que vous vivez en RDC, c'est un problème interne. Réglez-les entre vous, entre Congolais, dialoguer. Mais il y a quelqu'un qui a refusé, là, il dit non, je ne peux pas dialoguer avec je ne sais pas qui. Je ne peux pas. Outre cela, lorsqu'il vous demande non, prenez des mesures. Mais quelles mesures? Il y avait eu un conflit entre les Rwandais et l'Ouganda. La guerre des 3 jours à Kisangani, si c'est 7 jours ou 3 jours. Ils se sont battus, il y a eu des victimes. Mais il y a une cour internationale de justice pour ça. Pourquoi demander des mesures alors que les mesures sont déjà là? Il y a une cour internationale de justice. Tu dis non, voilà, tel pays nous agresse. Mais tu saisis la cour. La cour va connaître du problème. Et si le pays là en question peut être condamné pour dédommager les victimes, c'est mieux. L'Ouganda l'a fait. Pourquoi ne pas la saisir cette cour-là pour le faire? Moi, je pense que c'est peut-être soit par ignorance qu'il a dit ça, ou carrément, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que les mécanismes sont déjà là, c'est à lui d'agir seulement.
C'est à lui d'agir. Oui, ce qui est sûr, lorsqu'il faisait, il parlait d'un devoir moral et politique de la communauté internationale. Mais la communauté internationale ne va pas venir agir à notre place. Mais il voulait que, comment je peux le dire, la communauté internationale, certains États du monde puissent être comme une médiation entre... Tu es président de la République. Tu es président de la République. Tu as un problème à l'interne. Mais est-ce qu'il faut aller pleurnicher quelque part? Non. Je vous interpelle moralement. Aidez-nous à trouver une solution. Est-ce que ça passe? C'est toi le papa de la maison. La maison est en train de brûler. Mais était le fait. Au lieu d'aller commencer à chercher, non, voilà, vous avez vu, ma maison est en train de brûler, mais vous ne faites rien. Mais la maison va continuer de brûler d'abord. Éteins le feu et cherche de l'aide. Venez m'aider à éteindre. Mais pendant ce temps, tu as quoi, Zimiche? C'est un peu ça. Donc, ce qui est sûr, lorsqu'il était en train de parler de ça, peut-être qu'il y a certaines difficultés par rapport à lui-même de pouvoir gérer ces problèmes-là, les conflits qui existent depuis 3 décennies en RDC. C'est pourquoi il a fait appel à la communauté internationale. Oui, d'ailleurs, là, vous me rappelez, sans pour autant être fanatique de quelqu'un ou de tel ou tel autre, il a parlé d'abord du massacre de, je ne sais pas, 300 personnes à Rutshuru. Mais curieusement, pendant ce temps, ici à Beni et Lubero, les ADF étaient en train de tuer. À un moment, on avait tué 660 quelques. Un autre jour, 50 quelques. On vous enferme dans une église, on vous tue, on brûle même. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que le phénomène ici, M23, ça a commencé il y a 3 ans. À part l'autre cas là de 2012. Ça a commencé il y a 3 ans, c'était en 2021, je crois. Oui. Et le phénomène a fait exister. Pourquoi il n'en a pas parlé? Parce qu'il a fait comme si ça n'existait pas, mais le massacre de Rutshuru, quand même, il en a parlé. Pourquoi ne pas avoir parlé des autres? Moi, je pense qu'il y a hypocrisie chez lui-même d'abord. C'est hypocrite en tout cas. Donc, vous pensez qu'il fallait dénoncer tout, donc il ne fallait pas choisir. S'il faut dénoncer, ne choisis pas les cas. Dénonce tout. Là-bas, on a tué. Ici, on a tué 300. Là-bas, on a bombardé. Pourquoi ne pas parler de tout? Mais seulement choisir ici et laisser là-bas. Vu que c'était un discours... Pourtant, tous sont des Congolais. Vu que c'était un discours d'une vingtaine de minutes, il ne fallait pas décortiquer tout. Ce qui est sûr, tout le monde, le monde entier est au courant de ce qui se passe en RDC. Non. Dire qu'à l'Opéra, on a tué 300 personnes ou 200 ou 40. Est-ce que ça peut coûter 30 secondes? Voilà, je viens de le dire, ça n'a même pas coûté 10 secondes. Mais il a pris quand même quelques secondes à parler de Rutshuru, on a tué je ne sais pas combien. Mais pendant ce temps, à l'interne, on manque de l'eau, il n'y a pas d'électricité. L'emploi, n'en parlons pas, ça on n'en parle pas. Ça c'est rien. Mais parce qu'on a tué, je ne sais pas, Human Rights Watch a répertorié quelques personnes décédées quelque part, ça on en parle. Mais le reste s'est passé là-bas, ils n'en parlent pas. Et vous trouvez que c'est bien, c'est normal. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Donc, dans cette partie de son discours, si je peux le dire ainsi, il a été un peu... il a eu de parti pris par rapport au cas de ce qui se passe à l'est du pays. Parce que, imaginez, il peut arriver que moi, Congolais de mon état, j'ai une famille là-bas et que je sais qu'il y a eu ADF qui a tué 25 personnes, parmi lesquelles un des familiers, il n'en parle pas, mais il parle de ceux d'ici qui sont décédés. Donc là-bas, on n'est pas Congolais. Ici, on est Congolais. Tout simplement parce que il est en conflit avec celui d'ici et il estime que il a été tué. Les gens d'ici ont été tués par celui-ci. Là, il en parle. Mais là-bas, bon, je n'ai pas de conflit avec eux. Tué comme vous voulez, ce n'est pas grave. En tout cas, votre analyse par rapport au discours du président de la République. Alors, qu'est-ce que vous pouvez un peu donner? Combien sur 100 par rapport à ces discours-là? Bon, je pense que je l'ai dit. Ou carrément, si je ne l'ai pas fait, je l'ai fait en tout cas. Si je peux lui coter sur 10. En tout cas, un 4 sur 10, ça va. Mais ça pourtant plusieurs personnes disent que c'est le premier discours que le président de la République a fait qui a vraiment touché la toile. Ça, c'est du fanatisme. Fanatisme en tout cas. Parce que, à lui entendre parler, on dirait qu'il faisait un discours sur l'état de la nation. Pourtant, tu es parti défendre tes choses, tes affaires là-bas. Normalement, ces discours-là,
s'il était parlé devant le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, comme il lui est recommandé de le faire chaque fin d'année, ça aurait été mieux. Ça aurait vraiment été mieux. Impeccable. Mais pas là-bas. Donc, ce n'était pas un discours approprié là-bas, mais plutôt sur l'état de la nation. À l'interne, ça va. Oui, voilà, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons un peu parlé, analysé par rapport, nous avons analysé les discours du président de la République à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est passée à New York. Notre invité spécial nous a un peu décortiqué et nous en parlé en profondeur juridiquement de ces discours. Nous sommes toujours dans notre émission où nous allons essayer un peu de comprendre juridiquement et politiquement ce que cela signifie et ce qui dit la loi et quelles sont les implications d'une telle condamnation. Et en parlant de ça, je suis en train de dire directement que nous sommes en train d'aller à la condamnation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il a été condamné le mardi dernier par la haute cour militaire par accoutumance. Ça veut dire qu'il n'était pas sur place, mais il a été condamné. Alors, maître, qu'est-ce que signifie juridiquement une condamnation à mort en RDC? Une condamnation à mort. D'abord, condamné par défaut. Vous utilisez le terme qui n'est pas technique. Pour nous, c'était un procès par défaut. C'est-à-dire, par accoutumance, c'est bien sûr, à son absence, il n'a pas été là, il n'a pas participé à l'instruction. Alors, la condamnation à mort, c'est une peine prévue en RDC. C'est une peine, comme toutes les autres. Parce que le code pénal prévoit, parmi les peines qui sont applicables en RDC, il y a la mort, la servitude pénale, c'est-à-dire la condamnation à la prison. On vous met en prison. Les travaux forcés qui ne s'appliquent plus aujourd'hui, mais on applique ça avec la servitude pénale. On convertit ça en servitude pénale, c'est-à-dire tu passes ton temps en prison. On peut aussi vous condamner, à la confiscation des biens, même vous interdire de vous approcher de certains lieux, comme on peut dire non, pendant ce temps tu ne quitteras pas la ville de Goma, tu restes là, c'est aussi une condamnation. Les amendes aussi. On peut vous condamner à l'amende. C'est une condamnation. Alors, pour la mort, c'est-à-dire quoi? On vous condamne à mourir. Donc, tu dois mourir. Alors, cette condamnation, ou bien l'exécution de cette peine, est encadrée par des règles juridiques. C'est-à-dire que, c'est pas à dire parce qu'on t'a condamné à mort, que toute personne qui va te retrouver a le droit de te tuer. Non. C'est pas comme ça. Parce que si aujourd'hui on l'a condamné à mort, oui, mais si on vous attrape que vous l'avez tué, vous serez condamné aussi pour meurtre. Alors que lui, il était condamné à mort. Alors, la condamnation à mort, elle s'applique conformément aux règles de procédure d'exécution des peines. Je ne sais pas si je peux expliquer comment ça se passe. Oui, vous pouvez expliquer comment ça se passe. Lorsque vous êtes condamné à mort, il y a des préparatifs, c'est tout un rituel. Il y a un temps pour mourir. Si par exemple, tu es chrétien, on doit te laisser ton temps d'abord d'implorer ton Dieu, demander pardon, t'entretenir avec lui. Tu as une famille, tu vas leur dire les adieux. Comme tu avais vu Moutamba en train de dire à ces gens-là, Oulouna, non, aujourd'hui c'est aujourd'hui, vous partez pour ne plus revenir. Alors, priez, si vous pouvez prier, pleurez si vous allez pleurer, mais vous partez quand même. Ah oui. Alors, on doit vous accorder tous ces temps-là. Et les préparatifs, la loi dit soit c'est par pendaison, soit par, je pense, une balle. Oui. Une balle. C'est ce que dit la loi. Oui, parce que la condamnation a été faite par la haute cour militaire. Je pense que ce sera par une balle. Oui, oui. Parce que la loi prévoit que ce soit par une pendaison ou carrément vous fusillez. C'est un peu ça la peine de mort. Et est-ce que les droits de la défense ont été respectés? Parce que malgré le procès qui a été fait sans la présence de l'accusé, est-ce que les droits de la défense ont été vraiment respectés? Je pense que c'est sur les articles 117 ou 217 du Code judiciaire militaire, 117 à 125 et suivant. Entre les deux, je n'ai pas beaucoup de précisions, vu que je n'ai pas les codes avec moi, mais ces dispositions disent quoi? Lorsque la personne, on ne sait pas où elle se trouve, on t'a cherché,
On peut te signifier d'abord au domicile. Te signifier, c'est-à-dire quoi? On vient te donner un mandat, pas un mandat de comparution, mais plutôt une citation à comparaître. Tu dois comparaître tel jour par devoir, tel cours qui se situe telle part. On donne l'adresse à telle date et à telle heure. Normalement, on est censé te signifier en personne. C'est-à-dire, on te trouve et on te parle, et on te donne, tu signes, tu te présentes les jours de l'audience. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas été là. La loi dit, soit on parle à un voisin, soit on parle, d'abord on commence par les familiers, un parent, soit un allié, soit les maîtres ou un serviteur. S'ils ne sont pas là, là on donne le degré de parenté, mais il doit être majeur. S'ils ne sont pas là, soit les voisins, majeurs aussi. Si les voisins n'est pas là, la loi dit, tu peux même te transporter au bureau du quartier et le chef du quartier doit signer et faire rapport. Alors, dans ce cas précis, pour Joseph Kabila, on n'a pas signifié ni à domicile, ni où que ce soit, mais on a signifié au greffe du tribunal et on a laissé copie au ministère public. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on ne sait pas là où la personne se trouve, on ne sait pas comment la retrouver et il n'a pas de domicile connu en RDC, c'est ce qui se fait. C'est-à-dire quoi? On publie au tribunal et une copie on transfère au ministère public et là le tribunal se trouve régulièrement saisi et si tu ne te présentes pas, c'est ton problème. On va retenir les défauts à ta charge et on va statuer à ton absence. C'est-à-dire, on va connaître la cause. On va te juger à ton absence. S'il faut le dire à terme clair, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et quelles sont les garanties de procédure dans un tel procès pour une personnalité comme un ancien président? Ce qui est sûr, c'est la première fois que la RDC fait face à cela. Il n'y a jamais eu un procès dont l'accusé est le président ou soit l'ancien président de la République. Et tout en sachant que l'ancien président Kabila, c'est un sénateur à vie. Il n'y a pas de... Quelles sont les garanties de procédure dans un tel procès? Vous savez, je pense que c'est l'article 12 de la Constitution. 12 ou 13 qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Toute personne a les mêmes garanties. Ou carrément, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est-à-dire que nul ne peut échapper à ce qu'il puisse être jugé si jamais il a commis des infractions. Alors, dans ce cas précis, il y a d'abord une loi qui porte statut des anciens présidents en RDC. Oui. Cette loi qui n'est applicable qu'à lui, bien sûr. Mais aussi, il y a toute une constitution qui est là qui a prévu les dispositions relatives à la procédure de poursuite d'un ancien président ou de toute personne. Parce que la loi a prévu déjà la levée des immunités, par exemple, pour les parlementaires les immunités, je crois, ils ont été levées. Tout ça, ce sont des garanties. Parce qu'il faut d'abord que les parlements puissent autoriser. Non, on veut poursuivre tel. Lever les immunités, ok, on lève les immunités. Oh, voilà. Il faut qu'on lui signifie pour qu'il vienne se présenter. Tout ça, ce sont des garanties. Alors, s'il estime qu'il n'a rien fait, il peut se présenter. Si les faits ne sont pas établis, on va la quitter. Et si les faits sont établis, il doit se préparer à la condamnation. C'est un peu ça. Pour dire que la loi l'a prévu, oui. Mais la question, c'est de savoir est-ce que ça s'applique. Mais la loi a déjà tout prévu, en tout cas. C'est une question d'application des textes. Alors, et vu la justice congolaise, je pense que la justice congolaise est équitable, non? Bon, équitable, on peut le dire. Mais il y a de ces procès qui peuvent être politiques parce que la loi prévoit même des infractions purement politiques. Et pour ces infractions, la loi te dit même l'extradition n'est pas autorisée. L'extradition, c'est-à-dire quoi? Tu es à l'étranger, soit tu as déjà été condamné, les pays étrangers peuvent t'arrêter pour que tu ailles purger ta peine. Ou carrément, on ne t'a pas encore condamné.
ces pays, on peut lui demander, non, arrêtez-nous tel, pour qu'il vienne ici, on va les juger. C'est ce qu'on appelle l'extradition. Alors, ça se fait par un traité, bien sûr, la coopération internationale. Vous voyez, tout ça, ce sont des garanties. Alors, pour des infractions qu'on estime être politiques, parce que la jurisprudence est claire en la matière, il suffit que vous puissiez demander, par exemple, Kabila peut se trouver au Kenya, te dit, Kenya, arrêtez Kabila, transférez-le nous ici. Il peut arriver que les Kenyans vous répondent non. Les infractions pour lesquelles vous êtes en train de les poursuivre, ce sont des infractions politiques. Donc, on ne peut pas l'extrader. Ça peut arriver. Vous voyez, tout ça, ce sont des garanties. Est-ce que la condamnation de Kabila a respecté le principe des droits humains? Principe des droits humains, d'abord, il faut nuancer. Il faut nuancer. Est-ce que Kabila a été soumis à la torture? Je ne pense pas. Est-ce qu'on lui a pas laissé le temps de se défendre? Je ne sais pas. Quand je parle de principe de droits humains, je pense que je suis en train de faire allusion, par exemple, à l'argent de 3 milliards. Donc, le total, on parlait de 7 millions, 7 milliards, 3 milliards. Et le total était de 3 milliards. Est-ce que vraiment, cette condamnation a vraiment respecté... 3 ou 30 milliards. 33 milliards. 33, oui. Oui. Vous savez, dans un procès pénal, il y a plusieurs parties. D'abord, le ministère public. Il y a les prévenus. Dans le cas précis, c'est Kabila. Et il y a une partie civile, qui est la République. Alors, la République a démontré pour elle qu'elle a subi des préjudices énormes. Parce que, soi-disant, le président Kabila aurait participé au mouvement insurrectionnel. Il a commis des crimes contre l'humanité, tout ça. Et que tous ces faits-là ont préjudicié le peuple congolais. La République a subi. Et que pour réparer ces préjudices, vu la richesse de Joseph Kabila, que la RDC soit indemnisée à 33 milliards de dollars. Pour dire que c'est tout à fait normal, hein, parce que les juges évaluent cela selon son intime conviction. Selon son intime conviction. Donc, lui, il a estimé qu'avec 33 milliards, le stress que nous avons maintenant là, si jamais ces faits-là qu'ils disent que non, voilà, c'est lui qui les a commis, si nous sommes stressés, c'est à cause de lui, et que lorsqu'il aura payé ces 33 milliards, le stress va se dissiper. Alors, je voudrais un peu savoir, lorsqu'on demande les 33 milliards de dollars, c'est quand même une grosse somme d'argent, et pourtant, il a été condamné sous une peine de mort. Avant que l'on exécute l'accusé, donc l'ancien président Kabila, est-ce qu'il doit d'abord payer cela ou et si il ne le fait pas? Normalement, l'exécution des décisions judiciaires, c'est d'abord à la partie qui a gagné les procès de faire l'exécution. Et puis, pour la peine de mort, il appartient au ministère public. Non, Kabila, il est où? On va aller exécuter la peine à laquelle il a été condamné. Mais aussi à la République, qui est la partie civile. Non, on a dit qu'il nous doit combien? 33 millions. 33 milliards de dollars. 33 milliards. Il a des biens. Identifions les biens qu'il a. Comme ça, on va demander l'exécution sur ces biens-là. Déjà, il peut avoir une maison quelque part, on confisque. Ou carrément, on la vend et on évalue la valeur. Mais selon le code pénal de la RDC, je pense qu'il y a un code où on parle de la confiscation, n'est-ce pas? Non, la confiscation, c'est aussi une peine. Donc, c'est aussi une peine. Kabila n'a pas été condamné à la confiscation de ses biens. Mais déjà, lorsque vous avez dit qu'on peut essayer un peu de faire, de peser, on dit il a de biens. Et si ça arrive qu'il ne donne pas cet argent en liquide, si je peux le dire ainsi, on peut confisquer ses biens. Est-ce qu'il n'est pas soumis à une peine? C'est pas une confiscation. Alors qu'il a déjà connu, il a déjà été condamné sous peine de mort. Parce qu'il y a des condamnations, il faut nuancer. Il y a une condamnation qui est purement civile. C'est pour la réparation du préjudice subi. Ce sont les 33 milliards. Pénalement, c'est la peine de mort. Pour dire qu'il y a une condamnation pénale et une condamnation civile. Alors, toutes ces peines sont à sa charge. Et que donc, même s'il va mourir, il doit payer les 33 milliards. Il doit payer. De son vivant ou après. Il doit payer. Et ne confondez pas la saisie et la confiscation.
Dans ces cas précis, qui s'est supposé qu'il ne s'exécutait pas volontairement, la partie qui a bénéficié de la décision pour obtenir les 33 milliards peut demander la saisie de ses biens. Et la saisie peut être transformée en saisie-vente. C'est-à-dire quoi? On vend les biens en question, on estime la valeur, on reprend les 33 millions. Les 33 millions. Non, on n'a pas évalué, on va évaluer pendant l'exécution. C'est-à-dire quoi? Pendant l'exécution. Ok, il a combien à banque? On peut saisir les comptes à banque. Par exemple, il a seulement 2 millions à banque. On saisit, on prend. Avec une procédure relative, parce que la saisie a aussi une procédure. Par exemple, si c'est une saisie mobilière des effets des comptes bancaires, on connaît la procédure qui est relative. Si c'est la saisie, par exemple, de ces véhicules bien mobiliers, on connaît la procédure à faire pour saisir ces biens. Mais si ce sont des immeubles aussi, il y a toute une procédure appropriée. Donc, dans tous les cas, ne confondez pas confiscation et saisie. La saisie, c'est pour permettre l'exécution, pour permettre le paiement, pour se rassurer du paiement. Alors que la confiscation, c'est une peine qui est pénale, c'est une sanction pénale. Alors que la saisie, elle est une sanction purement civile. Ah oui, parce que plusieurs personnes s'est posé la question en disant il a d'abord été condamné à mort, mais aussi il a été, on lui a dit de payer c'est comme une amende, si je peux le dire, Oui. de 33 milliards de dollars. Et là, les gens avaient un peu de problème. C'est comme par exemple l'infraction de lésions corporelles. Tu es dans ta voiture, par inadvertance, tu viens de cogner quelqu'un. Il perd sa jambe. C'est d'abord une infraction pénale. C'est d'abord une infraction pénale prévue, je crois, à l'article 52 du Code pénal. Alors, dans ce cas précis, non seulement tu seras condamné à je ne sais pas combien de mois, voire une année de prison, mais aussi tu dois devoir réparer la jambe d'autrui. C'est ça. Je pense qu'avec cet exemple, facilement, ça peut passer. C'est-à-dire les soins médicaux, il faut payer pour que la personne se retrouve dans son état normal. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous avons essayé un peu de comprendre et d'analyser juridiquement la condamnation de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Comme je l'ai dit au début, il a été condamné à mort par la haute cour militaire. Et pour rappel, il a été accusé par beaucoup de choses que je pense que c'est beaucoup de choses par des histoires insurrectionnelles. En tout cas, c'est beaucoup de choses. Il a été accusé par tant de choses. Alors voilà ce qui met fin à cette émission. Merci à notre invité qui nous a aidé un peu à comprendre la condamnation, mais aussi les discours du président de la République. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info TV.